Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, et de 50, la collection Ceux qui ont dit non des éditions Actes Sud Junior publie son 50e opus en 15 ans et on va en parler avec l'invité du Grand Oral, Muriel Zac. L'Anti-Sèche d'Amal Laoui, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, cette belle exposition Monnaies et Merveilles à l'Hôtel de la Monnaie à Paris, programme ceux de mathématiques et oui, dès l'école primaire, puis plus classiquement ceux d'économie. L'heure de la récré, toujours avec Amal, une vidéo amusante et un grand classique, le poids du cartable. Et puis vous retrouverez en fin d'émission notre avocate et chroniqueuse Valérie Piot. On sera au cœur de l'actu là encore, et notamment de l'actualité des familles. Zoom sur les aspects juridiques des décisions d'orientation. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Non, non et non. Elle a dit 50 fois non en 15 ans. La collection à succès créée par Muriel Zac chez Actes Sud Junior. Son titre, Ceux qui ont dit non. Les ingrédients récurrents, une cause, par exemple la délation, un personnage, pour la délation c'est Charlie Chaplin, une histoire romancée qui généralement fait écho à l'enfance du personnage, et puis un dossier documentaire à la fin. C'est une formidable collection dont on a l'immense plaisir de recevoir la maman, Muriel Zac. Muriel, bonjour. Bonjour. Bon anniversaire. C'est pas un anniversaire, 50 ans. Bon cinquantenaire, je ne sais pas comment le dire. S'il fallait résumer d'un mot le trait commun de tous les combats dont vous parlez dans la collection, parce que c'est autant sur les combats que sur les personnages, dans ma perception en tout cas, qu'est-ce qu'on dirait? C'est les droits humains? Oui, exactement, c'est ce que j'aurais dit, les droits humains. Tout ce qui est valeur, qui défend ce qu'on a, les droits de l'homme et plus généralement un combat pour la dignité, la liberté, la fraternité, la solidarité, voilà. Alors je citais Charlie Chaplin, Non à la délation, ça c'est le dernier paru, signé Yann Liotard. Il y a une petite équipe de fidèles auteurs dans la collection. Il y a les vôtres aussi, dont ce Victor Hugo, Non à la peine de mort. Comment vous choisissez vos sujets? Vous vous dites d'abord on va parler peine de mort ou délation ou encore conformisme, indifférence ou que sais-je, et on cherche le personnage, ou c'est l'inverse? Mais ça dépend des... Ça dépend. Ça dépend. Il y a certains cas où, par exemple, la peine de mort, on aurait pu faire d'autres personnages, mais évidemment, Victor Hugo s'impose. D'autres fois, c'est un auteur qui va venir et qui me dit « je veux parler », par exemple, Maria Poblete me dit « je veux parler de Nadia Mourad ». Ça sera donc non à l'esclavage sexuel. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Ou bien Bruno Doucet va me dire « Victor Hara, le chanteur chilien, c'est mon compagnon depuis toujours à l'intérieur, il faut venir raconter ». Et ça donne un non à la dictature. Et puis dans d'autres fois, c'est l'inverse. Nadia Mourad ou Victor Hara, qui sont moins connus, ça n'est pas leur faire insulte, que Victor Hugo ou Charlie Chaplin, la notoriété du personnage que vous mettez en scène, elle compte un peu ou finalement pas du tout? Là aussi, ça dépend. La surprise, c'est que si vous dites non à la torture, alors qu'on ne connaît pas forcément beaucoup Victor Hara ici, le livre va attirer parce que le thème va le porter. Donc c'est une alternance de personnages très connus. Un cocktail entre la thématique... Exactement. Et quand on choisit, je sais pas, Joséphine Baker, par exemple, alors non au stéréotype va s'imposer, mais Elsa Solal, c'est Joséphine Baker dont elle voulait parler. Et donc, on fait un petit mixte entre les deux. Et Gustave Courbet, non au conformisme? Vous passez par d'un artiste, d'un peintre? Là, c'est une belle aventure. C'est que nous avons été invités en résidence dans la maison même où habitait Gustave Courbet. Quand je dis nous, c'est 3 auteurs et moi-même. Ouais, il y a Bruno Doucet, Elsa Solal, Maria Poblete et vous-même. Voilà. Et donc, on nous a proposé cette résidence dans la maison du peintre. Et nous, on trouvait que c'était tellement formidable parce que lui, c'est un peintre qui renversait déjà les tables. Donc, on a trouvé ce non-conformisme. Ce qui n'était pas facile, c'était d'écrire à 4 le roman. Mais on y arrivait. Oui, de toute façon, vous faites oui à la bonne entente, c'est ça? Absolument. Derrière tous les noms, il y a un oui, on en parlera après, c'est un de vos gimmicks. Je le disais, dans chaque ouvrage, il y a d'abord une fiction. Oui. Ensuite, un dossier documentaire, et ensuite, il y a même des ressources pour passer à l'action. Mais cette partie fiction, pourquoi la fiction? Pourquoi ne pas dire tout simplement, ben voilà, Victor Hugo était contre la peine de mort, et vous racontez le combat de Victor Hugo? Ah, ça, c'est un vrai choix dès le début. Ouais. Ça fait 15 ans que je me bats pour ça. Je demande aux auteurs des romans, parce que moi, je crois que le lecteur, le jeune lecteur, son empathie, se mettre à la place d'eux, elle va vraiment plus marcher si c'est romanesque. Et ça donne aussi aux auteurs une liberté d'écriture. Les livres ne se ressemblent pas. Certains vont dire « je » à la place de Rosa Parks ou Gandhi. D'autres, au contraire, vont inventer un personnage qui n'existait pas, qui serait un compagnon de route ou quelqu'un qui raconte l'histoire. Ça permet... Vous-même, pour John Bess, vous avez choisi d'être une femme qui est devenue enseignante, oui, si je me absolument. souviens bien, et qui raconte l'histoire
l'histoire de John. Enfin, c'est à deux voix, en fait. Oui, Et c'est vous ça, faites parler de voilà. John Bess aussi. Ou bien quand j'ai écrit le Émile Zola, non, Ouais. l'erreur judiciaire, je parle à la place de la femme d'Émile Zola. C'est ça. Je suis Alexandrine. Ouais. Voilà, ça permet une variété de tons et ça permet au lecteur d'être embarqué dans l'histoire. Je ne les ai pas tous lus, les 50, mais très souvent, dans cette partie fictionnée, le personnage est jeune aussi. Alors, ou il est jeune, ou bien il y a des flashbacks sur sa jeunesse. Voilà, c'est ça. Mais il y a toujours ce Oui, lien alors oui. qui existe avec l'âge du lecteur, pour le C'est dire même vite. pratiquement une des seules choses, une seule Que vous imposez un contrainte. petit Oui, peu. un peu. Parce que je crois que c'est important que les jeunes sachent que dans son enfance ou dans son adolescence, on peut être face à une injustice, à quelque chose qui nous heurte, qui nous blesse, et que c'est un petit caillou sur un chemin et qu'on va le transformer en quelque chose de positif, c'est-à-dire un combat quand on devient adulte. C'est pour ça que c'est important, ça. Souvent, vos thématiques résonnent avec l'actualité. Nous aussi, on a une rubrique spéciale qui résonne avec l'actu. Si vous voulez bien, on va retrouver Amal Laoui, c'est l'anti-sèche de la quotidienne. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et notre actualité, c'est une actualité aujourd'hui culturelle avec une très belle exposition depuis le 12 mai à la Monnaie de Paris. Oui, c'est ça, une exposition intitulée Monnaies et merveilles. Elle est présentée dans les salons historiques de la Monnaie de Paris. Et au programme, eh bien, les visiteurs découvriront une infinie variété des formes, matières et usages de la monnaie. Une véritable invitation au voyage avec au total plus de 200 pièces qui proviennent du musée du Quai Branly, du musée Guimet, du musée des Confluences de Lyon ou encore du Mucem, mais également de galeries et de collections privées. Faites-nous un peu rêver, ça vient de partout, du monde Alors entier, oui, c'est ça? il y a des monnaies du Nigeria en forme de bouquet de serpents, un pectoral maranga en or de l'île de Sumba ou encore des monnaies de mariage talupin de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors les visiteurs pourront aussi découvrir de spectaculaires automates de voyance prêtés par le Mucem qui célèbrent la pièce de monnaie comme un rite de passage vers l'irrationnel et le rêve. Et cette exposition donc, qui nous propose une analyse du rapport de l'homme à la monnaie a lieu jusqu'au 25 septembre. Les yeux et les esprits sont totalement ouverts et donc prêts à écouter à l'école les parties du programme qui se rattachent à la question de la monnaie. Oui, alors très tôt, dès le cycle 2 en mathématiques, dans le chapitre grandeur et mesure, eh bien, les élèves manipulent des reproductions de pièces et de billets pour, par exemple, constituer une somme qu'on leur a demandée. Au cycle 2, on verra aussi ce qu'est la monnaie, l'euro, le fonctionnement de la monnaie avec les pièces et les billets, les conversions, mais aussi le lien entre la monnaie et les moyens de paiement. Plus on grandit, plus on quitte les maths pour aller du côté de l'économie. On va retrouver ça dans un chapitre de Sciences Éco au lycée. Oui, on approfondit le sujet au lycée, donc en sciences économiques et sociales, dans un chapitre intitulé « Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?» Alors dans ce thème, on va voir quelles sont les formes et les fonctions de la monnaie et comment elle est créée au sein du système bancaire. On va commencer par définir ce qu'est la monnaie. Vous nous rappelez ça? Oui, la monnaie, Quand je dis c'est vous nous rappelez ça, ça veut dire vous me l'ensemble. rappelez ça en fait, parce que j'ai totalement zappé. Je pense que ça vous le rappelle un La petit peu monnaie, aussi à vous. c'est l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour effectuer une transaction. Ça j'avais. La monnaie, c'est l'un des instruments les plus utilisés dans la vie quotidienne et elle constitue une institution indispensable au fonctionnement des marchés. Dans les sociétés plus anciennes, eh bien, les échanges très limités se réalisaient principalement sous forme de troc. Mais ils vont également apprendre qu'il existe différentes formes de monnaie, pas Ouais, seulement c'est des pièces et des billets C'est notamment. ça, dans les économies contemporaines, eh bien, on utilise deux formes de monnaie. Une monnaie matérielle appelée monnaie fiduciaire et une monnaie dématérialisée que l'on appelle monnaie scripturale. Alors ces deux notions, elles vont même être vues dès le cycle 2. On revient à l'école primaire Ouais, alors. exactement, pour ensuite être approfondies. Et dans ce chapitre, qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser les Alors, on élèves? doit maîtriser plusieurs points, connaître les fonctions de la monnaie, les formes de la monnaie, comprendre comment le crédit bancaire contribue à la création monétaire. Alors, on va faire des exercices à partir du bilan simplifié d'une entreprise et celui d'une banque, par exemple. Comprendre le rôle de la banque centrale, ça fait rêver. Hein Comprendre le rôle de la banque centrale dans le processus de création monétaire, en particulier à travers le pilotage du taux d'intérêt à court terme sur les marchés monétaires et comprendre aussi les effets que ces interventions peuvent produire sur le niveau des prix et sur l'activité économique, tout un programme. Tout un programme, mais qui permet quand même de comprendre l'actualité en général, Exactement. parce que quand on parle de la guerre en Ukraine, de son impact sur les prix agricoles, etc., ou les prix de l'énergie, finalement, on a quand même besoin de toutes ces notions pour comprendre. Les chapitres à l'école ont une importance. Mais oui, Amal. Merci beaucoup. Quand même, puisqu'on rebondit sur l'actualité, je sors juste 3 secondes de ceux qui ont dit non, qui était la raison pour laquelle on vous invitait aujourd'hui. Et vous avez eu un prix assez récemment, et ça part de l'actualité. C'est un prix que vous avez pour Immenses sont leurs ailes, c'est de la... Vous appelez ça des poésies-histoires? C'est quoi, des poèmes en prose ou de la prose en poésie? C'est de la poésie qui raconte une histoire. C'est de la poésie qui raconte une histoire. Alors, les textes sont de vous et les illustrations, je vais essayer d'en montrer quelques-unes. Elles sont comme toujours sublimes parce que Nathalie Novi, c'est juste vibrant et bouleversant à chaque fois. Et vous êtes partie de la guerre en Syrie, Voilà. fait, et des images que Nathalie Novi faisait pour qu'on n'oublie pas les enfants de nos guerres, comme elle dit.
Et donc c'est l'histoire de Halay Aissam, un frère et une sœur en Syrie qui ont un jour le ciel qui leur tombe sur la tête et puis il faut partir. Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Et c'est valable pour tous les enfants de nos guerres. Vous pouvez remplacer Halay Aissam par Tatiana et Boris en ce moment. Et on a la guerre en Ukraine. On a la guerre en Ukraine. Et félicitations parce que vous avez remporté un prix extrêmement prestigieux à Bologne. J'ai oublié le nom du prix, mais je... Le Ragazzi, le Bologna Ragazzi. Bologna Ragazzi, un prezzo. Merci. Bravo à Muriel. On se retrouve pour continuer à parler de ceux qui ont dit. On se retrouve également pour la récré tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout de suite. Grand oral, la suite. 50 livres, 270 000 exemplaires vendus en 15 ans, c'est ceux qui ont dit non chez Actes Sud Junior, dont nous accueillons la directrice Muriel Zac. Muriel, vous dites, je vous cite, je suis souvent en colère. Oui. Jusqu'ici, tout va bien là? Oui. Ok. Mais d'où elle vous vient cette colère? Mais parce qu'il y a des choses qui ne sont pas justes et pas normales dans ce monde. Et moi, je crois que la colère, ça peut être productif. Forcément, on dit toujours « mais calme-toi, mais calme-toi ». Mais non, je ne me calme pas face quand je vois du racisme, quand je vois de l'antisémitisme, quand je vois de la discrimination autour de moi. Et je trouve que c'est bien d'être en colère. À partir du moment où la colère produit quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être une belle collection, comme ceux qui ont dit non. Quel ado vous étiez, vous, à l'âge de vos lecteurs? Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit depuis le début de l'émission. En gros, c'est quoi? Des collèges? Oui. Bon. Oui. Et en revanche, et ça, je le prends pour moi, vous pouvez le lire bien longtemps après. C'est-à-dire qu'on commence, on va dire, à 11 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge supérieure. Oui, parce que c'est absolument passionnant, même pour les adultes. Oui, voilà. Vous étiez quoi comme ado? Je vous ai laissé le temps de réfléchir. C'était avouable, en fait, je pense qu'en fait, j'étais déjà une ado qui disait... même pas avant l'adolescence, j'étais déjà en train de dire non. Imaginez que j'ai fait ma première affiche contre... personne n'était né ici. Contre Franco, quand j'étais au CM2. Ah ouais. Tu voyez? Moi, non, mais un peu né quand même. Mais non à Franco. Ah oui, j'avais fait une belle affiche parce que j'avais été très choquée, parce que mes parents étaient enseignants tous les deux. Et donc, l'actualité, on baignait dedans dans la famille. Et en fait, il y avait eu l'assassinat des jeunes qui avaient été garrottés par le dictateur en Espagne. Là. Et moi, petite, je me souviens que j'avais fait une affiche et j'avais écrit Franco assassin et du haut coulait du sang. Et je l'avais emmené à la maîtresse qui avait été suffisamment intelligente pour ne pas me dire « range ça dans ton casier » et qui l'avait affiché dans la classe. Waouh. Ça encourage. Oui, je crois. Évidemment, on reste en colère après. Vous parlez des enseignants. Alors, cette enseignante-là, vos parents enseignants, le succès de cette collection, je crois qu'il doit pas mal aussi bien aux enseignants qu'aux bibliothécaires, etc. Qu'est-ce qui vous renvoie? Qu'est-ce qui vous disent? Vous faites des centaines de rencontres depuis que vous avez fait des centaines de rencontres depuis que la collection existe. En fait, ils ont été très contents de s'en saisir de cette collection. Sans les enseignants, sans les documentalistes, les bibliothécaires, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, ils avaient besoin de quelque chose qui les aide à rejoindre justement leurs élèves pour les embarquer dans ce nom, pour leur permettre aussi de rencontrer de manière, j'allais dire, non scolaire, bien qu'on soit dans l'éducation, des figures qui portent les valeurs qu'ils ont envie de transmettre. Donc oui, on a vraiment, on s'est appuyé sur eux. Profondément. Et je crois qu'eux sont... S'appuient sur vous. Oui, ils sont très à l'écoute. En fait, qu'est-ce que c'est souvent leur mission? C'est de se battre contre tous les extrémistes, c'est de se battre contre tous les intégrismes. Et avec les livres qu'on propose... Vous donnez un beau support. Ah oui, oui. Il faut que vous fassiez un petit nom à l'abstention un de ces jours quand même. Ce serait bien, non? Oui. Pardon, c'est une remarque d'actualité. Oui. Je me suis emparé de Victor Hugo, c'était l'indifférence que je cherchais. Non à l'indifférence, c'est un collectif, vous l'avez écrit à 6. Est-ce que finalement, c'est pas ça? Et d'ailleurs, ça rejoint la remarque que je viens de faire sur l'abstention. Est-ce que c'est pas ça un des grands périls du moment? Oui, et les jeunes, eux, ils attendent que ça, que nous, les adultes, on leur dise « Non, mais il faut que tu t'en mêles. Non, mais ça, tu peux intervenir. » C'est-à-dire que si nous, on leur renvoie effectivement une passivité et qu'on les mettrait dans une indifférence qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'eux. Donc effectivement, c'est le grand péril. Mais si on leur dit qu'ils peuvent rien changer et que le monde, il est comme ça et de toute façon, c'est pas leur affaire, ça c'est sûr. Mais si on leur montre que des grandes figures se sont levées pour se battre et pour défendre des combats qui méritent encore aujourd'hui qu'on se batte, mais on leur dit... c'est un peu comme votre instinct quand vous arrivez avec l'affiche mais oui, c'est ça. Franco assassin et qui, au lieu de vous dire c'est pas bien, reconnaît votre colère et essaye d'en faire quelque chose, c'est ça? Absolument. Et vraiment... Ils ont besoin de cette validation malgré tout. Oui, et même ils nous disent mais vous y croyez vraiment, vous, qu'on peut changer quelque chose? Mais sinon, on leur dit mais oui, regarde. Alors là, vous ouvrez une porte. Muriel, avant d'être auteur, vous avez été journaliste, journaliste politique notamment. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené d'une part à l'écriture? Alors vous allez me dire, journaliste, c'est pas très loin, mais d'autre part à l'écriture pour les jeunes. Même si vous faites aussi des romans pour adultes, non? Je ne sais plus. Mon premier roman pour adultes paraît à la rentrée littéraire. Là. Mais voilà, j'avais une sorte d'anticipation absolument extraordinaire. Je me suis dit, elle écrit pour les adultes. Oui. Ok, le premier là. Oui. C'est qui? Chez Emmanuel Colas. Et il s'appelle? Eleftheria, ça veut dire liberté.
Extraordinaire, il n'y a pas de surprise. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture pour les jeunes dans un premier temps et les enfants? Je pense que déjà, moi-même, je sais que j'ai puisé ce que je suis dans mes lectures de jeunesse. Mon premier livre important, Il était un capitaine. C'est quand même l'histoire d'un journaliste qui assiste au procès de l'affaire Dreyfus, écrit par monsieur Bertrand Solé, un grand auteur de littérature de jeunesse. Donc je pense que déjà, j'avais conscience de ça. Et il me semble que si on offre de la vraie littérature aux jeunes, eh bien, on peut faire bouger quelque chose. C'est comme si... Pardonnez-moi, si nous, les vieux, on avait pu changer le monde et qu'il soit meilleur, on y serait arrivé, mais eux, c'est leur tour. Donc je crois que je suis vraiment rentrée... Oui, voilà. J'ai vraiment choisi de m'adresser à eux, d'abord pour cette raison-là. Et là, moi, je peux vous dire que dans cette collection, elle est bonne, la littérature. Le dossier qui accompagne également chaque roman est tout à fait passionnant, puisqu'il permet de généraliser. C'est tous les autres qui ont dit non, puisqu'il y a celui ou celle qui a dit non, dont vous racontez l'histoire, mais il y en a plein d'autres. Et ensuite, on vous apprend comment vous pouvez dire non, notamment en allant vers des associations. On se retrouve dans quelques minutes. On a besoin d'une petite bouffée de récréation. On fait ça dans la quotidienne, si vous voulez bien, Muriel. La récré à mal. Et on va dire non à mal, et on va dire non au cartable. Où est-ce qu'il va? On n'a pas prévu de dire ça. Si. Nous allons dire non au cartable, qui est toujours trop lourd dans cette récré. Oui, on va parler du cartable qui est toujours aussi lourd. Tout le monde a déjà rêvé d'aller à l'école sans cartable, non? Oui. Eh bien, dans ce lycée, a proposé à ses élèves une journée sans cartable, et ça donne ça, regardez. Alors oui, ça se passe en France. Oui, c'est assez amusant. Oui, le pack de bière, remarquez Muriel. Bon, vous n'avez pas que ça. Hein. Avec quoi, Emmanuel? Avec votre violon, peut-être? Moi, je serais peut-être venu, oui, c'est ça. Ou avec un album Panini, avec des joueurs de foot dedans. Elle ne peut pas comprendre. Il y a des blagues, je fais des blagues parfois. Il y a des trucs générationnels, ça passe pas du tout. Vous avez compris, vous? Oui, voilà, d'accord, super. En tout cas, le poids du cartable a toujours été un sujet pour les parents, et le cartable trop lourd a un impact sur la santé de l'enfant. Un impact sur le dos de l'enfant. Un cartable trop lourd peut causer une déformation du squelette, un déséquilibre dans la marche, une compression respiratoire, une scoliose même. Et selon les professionnels de santé, eh bien, un cartable ne devrait pas dépasser 10% du poids de l'enfant, soit en moyenne 3,4 kg pour un élève de 11 ans, 4,4 kg pour un élève de 13 ans. Sauf que ces poids ne sont pas respectés, puisque chaque année, eh bien, des militants FCPE pèsent des cartables d'écoliers, et la plupart des cartables des collégiens eh bien, pèsent plus de 17% de leur poids. Pour vous donner une petite idée, en moyenne, le cartable d'un collégien pèse environ 9 kg. Ah là là, et pourtant, depuis une circulaire qui date de 2008, le ministère de l'Éducation nationale reconnaît que le surpoids du cartable, comme vous le disiez, est un problème de santé publique. Exactement. Malgré l'allègement des fournitures, eh bien, le problème n'a toujours pas été résolu. Et parmi les solutions qui sont souvent évoquées par les associations de parents d'élèves, eh bien, il y a la mise à disposition, par exemple, des casiers par les établissements pour alléger la charge, ou encore l'utilisation de livres numériques. Ça, c'est pratique. Des dispositifs qui demandent un certain nombre de moyens dont les établissements ne disposent pas toujours. Voilà. C'est le mot sympa pour les établissements. Ouais. Merci beaucoup, Amal. Vous avez le droit d'alourdir les cartables avec ces petits livres. Ils ne pèsent rien. Ça ne pèse rien du tout. Vous en prenez un. Ou sinon, vous faites une banderole avec Franco SS1. Vous apportez ça. Vous dites c'est de la part de Muriel Zac. Allez, on la retrouve, Muriel Zac. Suite du grand oral. Depuis toujours, il y a dans le monde des hommes et des femmes qui ont su dire non. Ces figures fortes, engagées dans des combats au service des valeurs de la démocratie et de l'humanisme, ont un point commun. Elles ont eu le courage de se révolter, faisant ainsi triompher la liberté, la justice ou simplement un pan d'humanité. Fin de citation. Oui, c'est une citation. C'est en ces termes que se présentent ceux qui ont dit non. La collection à succès d'Actes Sud Junior que dirige Muriel Zac, invitée de notre grand oral. La naissance de cette collection est assez amusante. Vous dînez avec un éditeur qu'on aime beaucoup aussi dans la quotidienne, qui à l'époque dirigeait Actes Sud Junior, Thierry Magnier, voilà. Immense monsieur de la littérature jeunesse, enfin de l'édition jeunesse d'ailleurs, absolument. En général, il fait des albums géniaux aussi. Ah oui, et ce jour-là, il me dit que son fils lui a demandé si De Gaulle était de gauche ou de droite. Et nous, on s'est regardés, on s'est dit, mais il y a un truc qu'on a loupé là.
Et il me dit, tu voudrais pas me faire une collection politique pour les ados? Et comme c'est un grand éditeur, comme vous venez de le dire, il m'a demandé exactement la bonne chose au bon moment. C'est-à-dire que moi, 15 jours après, je lui ai proposé ceux qui ont dit non. Je me disais, mais enfin, nous on n'a pas été capable de leur dire que Jaurès n'était pas seulement le nom d'un rond-point et Rosa Parks d'une médiathèque. Mais pour De Gaulle, peut-être qu'il pensait aux gaullistes sociaux, son fils, dont on a dit qu'ils avaient une petite âme de gauche quand même, non? Vous avez créé, alors c'est une collection formidable qui se décline. Donc il y a les bouquins au départ, maintenant il y a de la bande dessinée, et notamment une bande dessinée avec un texte que vous avez écrit, Muriel, et qui est dessiné par Sébastien Vasson, c'est sur Victor Hugo. C'est pas exact, je le dis parce que c'est important. Enfin, d'abord, les dessins sont superbes, on va en montrer un ou deux. Ça duplique pas exactement l'histoire du livre, mais ça repose quand même sur un épisode de la vie de Victor Hugo. Oui, c'est ça, c'est une adaptation. Voilà. Et il y a ce moment où il croise la guillotine. Voilà. Dans le roman, Victor Hugo déclare la guerre à la guillotine. Il lui parle. Ah, tu ris, tu ricanes, mais tu ne riras pas toujours. Moi, Victor Hugo, je te lance un défi. Tu es la honte de l'humanité, j'aurai ta peau. Et Sébastien a choisi finalement que cette interpellation à la guillotine, enfin ce combat entre les deux, court tout le long de la bande dessinée. Donc ça, c'est une vraie belle trouvaille. C'est le dialogue de Victor Hugo et de la guillotine. On va jusqu'à Guernesey, on va jusqu'à la fin de la vie de Victor Hugo. Donc, bande dessinée, il y a aussi des ateliers, vous créez les ateliers du nom. Oui, ça c'est une des choses. Ce qui était important pour moi dans la collection, c'était le mot collectif. Donc, on a créé un collectif d'auteurs, c'est-à-dire que les auteurs d'un livre ou de 2 livres peuvent parler et raisonner autour des livres qu'ils n'ont pas forcément écrits eux-mêmes. Et on va mener des opérations d'atelier du nom. Ça veut dire que à la demande d'enseignants, de bibliothèques, etc. De quoi, médiathèque, centre culturel, toute entité qui veut vous accueillir. On l'a fait d'ailleurs aussi avec des adultes, les ateliers du nom. C'est d'aller voir, de dire, et vous, à quoi dites-vous non? Mais pas à quoi dites-vous non de la tête, mais du cœur et même, je dirais, des tripes. C'est-à-dire, quelles sont les insurrections intimes? Qu'est-ce qui fait que vous aussi, vous avez peut-être vu, vécu, entendu quelque chose qui vous révolte, qui vous indigne, et ça vous indigne? Donc, les mots, ça sert à ça, pour le mettre par écrit. Voilà. Avec un point quand même important, et je l'ai cité en tout début d'émission sans le reprendre, vous aimez dire que derrière chaque nom, il faut qu'il y ait un oui. Ah ben oui, parfaitement. Par exemple, quand je suis dans un atelier du non et que des gamins disent non au prof, alors le professeur très très classe dit non, mais c'est un atelier du non de Madame Zach, donc vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Et moi je dis, alors c'est oui à quoi, non au prof? Et là, il y a un échange, un débat, et je me souviens très bien de ce jour-là parce que ça m'avait marqué. Et finalement, en discutant, ils ont dit non aux profs qui ne savent pas travailler pour les élèves en difficulté. Très bien, oui aux profs qui savent travailler pour les élèves en difficulté. D'ailleurs, ce jour-là, je leur ai montré le Célestin Freinet, non à l'ennui à l'école, et dans la collection, ceux qui ont dit non. C'est un des premiers, non d'ailleurs? Non, c'est au milieu. Il y a assez longtemps, non, je sais plus. Je me souviens d'avoir vu et l'avoir lu d'ailleurs, ce Freinet qui est absolument formidable. Une aventure collective, je crois que l'idée aussi, ce sera ma dernière question, c'est de montrer des adultes qui croient à quelque chose et qu'on ne gagne pas un combat tout seul. Oui, c'est indispensable. C'est le cœur du message. Et les personnages ne sont jamais des individualistes. Et il y a besoin, puisque nous allons voir les jeunes, qu'ils aient en face des auteurs qui, eux aussi, sont engagés. Celle qui écrit sur Rachel Carson, Isabelle Colomba, elle se bat pour défendre la planète, etc. Je pourrais vous les citer tous. C'est-à-dire qu'on a besoin, nous aussi, les adultes, de montrer que nous aussi, et qu'on n'a pas totalement baissé les bras. Mais oui, voilà. Ceux qui ont dit non, on se retrouvera pour se dire au revoir dans quelques secondes. Pour dire non, vous avez aussi la possibilité de vous faire aider par le droit, par des juristes. Et si vous avez envie de dire non à une décision d'orientation qui ne vous plaît pas, comment vous faites? Eh bien, conseil de discipline, on va demander à Maître Valérie Piot. La commission d'appel en matière d'orientation. Bonjour, nous allons voir ensemble comment faire appel d'une décision d'orientation. Petit 1, 3 jours pour faire appel. Le délai d'appel est très court. Faites bien attention. La décision d'orientation va intervenir dans le bureau du chef d'établissement. Je vous conseille, lorsque le chef d'établissement vous la communique, si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, de faire immédiatement appel dans le bureau du chef d'établissement. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater ce délai très court. 2. Procédure devant la commission d'appel. Comment se passe la procédure devant la commission d'appel ?
Il faut savoir que vous allez être convoqué avec votre enfant devant une commission qui va être présidée par le DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, et qui va comprendre divers membres de la communauté éducative, professeurs, chefs d'établissement, conseillers d'orientation et représentants de parents d'élèves. Quels arguments présentés à la commission d'appel ? Les arguments importants vont être des arguments objectifs. Ce seront les mêmes arguments que ceux à faire valoir lorsque vous avez été convoqué devant le chef d'établissement. Il vaut mieux privilégier des arguments objectifs concernant la santé de l'enfant, par exemple s'il a été hospitalisé, des événements familiaux, des décès, séparations compliquées dans la famille, et surtout la formation éventuellement que voudrait suivre votre enfant par rapport à une vocation professionnelle, en expliquant pourquoi il est important pour lui d'avoir telle ou telle orientation par rapport à ses projets professionnels. Surtout, il est également important de faire valoir, par exemple, par rapport aux notes de l'enfant, une absence de longue durée d'un professeur qui n'a pas été remplacé. Vous devez également regarder dans ces moyennes s'il y a une moyenne très basse, par exemple en mathématiques. Si la moyenne de classe est également très basse, de l'ordre par exemple de 7 sur 20, invoquez que certes votre enfant a une note inférieure à la moyenne, mais que la moyenne de classe dans cette matière est elle-même éventuellement inférieure à la moyenne. N'hésitez pas également à regarder s'il y a eu des interrogations tout au long de l'année en nombre suffisant. Par exemple, si la moyenne de votre enfant n'est constituée que par une note dans une matière, expliquez que ce n'est pas représentatif. Et dans les arguments aussi très importants, si votre enfant a concrètement un plan d'aménagement scolaire et qu'il n'a pas bénéficié de cet aménagement pendant l'année scolaire, cela peut expliquer des mauvaises notes. La décision de la commission d'appel peut faire l'objet après d'une saisine du juge administratif dans un délai de 2 mois au plus tard à compter de sa notification. Et très important à savoir, si la commission d'appel ne vous a pas donné gain de cause, dans ces cas-là, vous pouvez exiger le redoublement de votre enfant s'il n'a pas déjà redoublé. Par exemple, si en 3e, on veut l'orienter en voie professionnelle et que vous n'avez pas réussi à obtenir que la commission d'appel change la décision, vous pouvez exiger que l'enfant redouble sa 3e. Surtout, n'hésitez pas à faire appel. C'est une procédure qui est très simple, gratuite, et les chances de succès sont importantes puisque à peu près 50% des parents obtiennent gain de cause en cas d'appel. Voilà, et vous savez comment dire non. Pour savoir comment dire non, vous pouvez aussi lire il y en a 50 maintenant, tous les ouvrages de la collection Ceux qui ont dit non, super collection chez Actes Sud Junior. Des romans avec du documentaire derrière et des infos pratiques, de la bande dessinée, les ateliers du non. 50 bouquins, hommes-femmes. Ah oui, beaucoup de femmes quand même, hein, parce qu'on arrive à 20 femmes là maintenant. Quasi-parité, et en revanche, elle gagne largement sur les ventes. Eh oui, les meilleures ventes. C'est Rosa qui, alors Parks, Rosa non à la Parks. discrimination raciale, Lucie Aubrac, non au nazisme, Sophie Scholl, non à la lâcheté. Voilà. Et dans les pelotons de tête, les femmes sont très bien placées. Voilà. Et pas forcément, elles sont connues, Rosa Parks, Lucie Aubrac et Sophie Scholl, mais ce n'est pas non plus les stars comme Chaplin ou Victor Hugo. Donc ça prouve bien que le mariage entre le thème et le personnage, c'est ce qui fonctionne. Absolument. Muriel Zac, merci 1000 fois de nous avoir rendu visite. On peut aussi évidemment lire Immenses sont leurs ailes aux éditions Bruno Doucet, qui vient de remporter un prix à Bologne. Superbes illustrations de Nathalie Novi, très beau texte de Muriel Zac. Ça partait de la Syrie, mais ça parle au fond de toutes les guerres. Amal, merci beaucoup. Merci évidemment à toute l'équipe. Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine. Au maquillage, Thaïs Sayad, et puis en régie, au son, Héloïse Merlin, à la réalisation, Raphaël Morel. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.